Dans l'immédiat, à 8h35, c'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Mais oui, bonjour Julie. Lis la carte électorale dans tous les sens. Il y a ceux qui proclament le vainqueur, l'opinion, la grande marée UMP-UDI, le Parisien, avantage Sarkozy. Puis il y a ceux qui précisent un peu, Métro News, à droite, toutes, au pluriel toutes bien sûr, et droite aussi. Paris, le 20 minutes, 2 nuances de bleu. Et puis il y a ceux qui désignent le perdant, l'humanité, Hollande, Valls, la sanction. Et enfin, ceux qui tentent la synthèse, le Figaro, l'UMP l'emporte, le FN s'installe, le PS décroche et Libération, les trois France. Alors plus précisément, comment la presse présente-t-elle les résultats ? Honnêtement, si vous espérez vous faire une idée de ce qui s'est passé hier, on vous souhaite bon courage. Le premier réflexe, évidemment, c'est de regarder les images, les fameux camemberts, les petits traits colorés qui sont censés nous donner tout de suite une image du paysage politique. Parce que naïvement, on se dit que ça, c'est objectif. Alors on ouvre le Parisien aujourd'hui en France et on trouve du bleu clair, beaucoup. UMP, UDI, divers droite, 36,4%. Puis du rose, PS, PRG, divers gauche, 28%. Et le FN en troisième position avec 25%. Dans Libération, c'est un camembert, mais les chiffres sont à peu près les mêmes, avec un FN à 24,5%. Dans le Figaro, rien à voir. UMP, UDI, Modem, 29,5%, le FN en numéro 2 avec 25,4% et le PS en 3 avec 21,3%. Oui, suivant qu'on inclut ou non les divers droite et divers gauche, les apparentés, les affiliés, ça ne donne pas du tout la même chose. Du coup, tout le monde a gagné. Regardez les titres de Libération. Le Parti socialiste reprend sa respiration. L'UMP retrouve sa place. Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, bien mais pas top. C'est l'école des fans ce matin. Et Laurent Geoffrin convoque une fois de plus le 11 janvier pour parler du sursaut républicain qui marque le bon score de l'UMP et la résistance de l'électorat de gauche. On comprend l'enjeu en fait quand on lit juste à côté l'article de Dominique Albertini qui évoque cet étrange débat sur le FN, deuxième ou troisième parti de France, mais en tout cas pas premier. Alors, dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau joue les mauvais coucheurs. S'il est de bonne guerre pour le PS de minimiser sa défaite, écrit-il, il faut néanmoins se souvenir comment un soir d'avril 2002, on pleurait un FN à 16,9%. Et il faudrait se réjouir de ne le voir qu'à 26%. Certes, ça aurait pu être pire, concède Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Mais ces élections nous laissent un goût d'inachevé, comme si elles dessinaient une France à moitié vide ou à moitié pleine, qui hésite, qui cherche, part à la pêche, se cache, parfois s'égare et, faute de mieux, choisit la droite républicaine. Ce qui, à tout prendre, vaut tout de même mieux que le national-populisme. Mais justement, La Croix ce matin se pose la question du rapport du FN à la République et nous explique qu'en gros, à part si on considère que la fraternité, et c'est vrai, doit s'appliquer à l'humanité entière, on aurait du mal à situer le nouveau FN en dehors des valeurs républicaines. La Croix nous dit tout cela, parce que La Croix se concentre sur le discours de sa présidente sans aller voir celui des petits candidats. Alors ce matin, la France est en équilibre instable sur un bien étrange trépied. Ça nous rassurerait peut-être de savoir qu'il y en a d'autres qui ne se portent pas mieux que nous, non ? Oui, et dans ce cas, il faut aller lire les articles sur la Grèce et son bras de fer avec l'Allemagne. Dans Libération, un médecin grec raconte comment ses patients meurent de cancer, faute de soins, comment les enfants souffrent de malnutrition. Il explique que la Grèce demande seulement un peu de respect. L'Europe est devenue une drôle de famille, résume le ministre de la Culture, dans laquelle l'argent est plus important que les droits humains. Nous avons des créanciers, avons-nous encore des partenaires ? Son ministère doit désormais s'acquitter d'un loyer parce que le bâtiment a été vendu comme tant d'autres sans aucun contrôle. La somme récoltée est partie à Londres sur un compte lié aux créances grecques. Face à cette situation, on peut se dire que l'opinion allemande bouge un peu plus vite que ses dirigeants, puisque l'hebdomadaire Der Spiegel a osé à sa une un photomontage plaçant Angela Merkel au milieu des dignitaires nazis sur l'Acropole, pour suggérer que la question des réparations de guerre n'est pas totalement illégitime et que l'hégémonie allemande pourrait finir par poser problème. Que se passerait-il en cas d'échec de Syriza, demande Libération, dans un pays où les néo-nazis d'Aube dorée forment le troisième parti à l'Assemblée. Alors réjouissons-nous, oui, nous allons mieux. Enfin, pas de l'avis de David Cameron. Le Figaro et Libération racontent comment le Premier ministre britannique a fustigé le programme des travaillistes et son rêve français, qui se traduirait par une catastrophe économique. Précisons qu'il répondait en fait à une étude, ça c'est le Figaro qui le signale, une étude publiée par le très libéral The Economist, montrant que les travailleurs français sont 20% plus productifs que les Britanniques. Mais ils coûtent 30% de plus à l'embauche. Il y a le travail et puis il y a la suite. On parle vieillissement dans les Échos. Oui, ça c'est un article qui nous annonce avec trompettes et clairons qu'un chercheur de Boston a trouvé la molécule qui rajeunit les souris. Il y a aussi eu des études sur les mouches drosophiles, mais quand même, c'est une histoire de gènes et c'est génial. Et puis ça nous promet un sérieux recul de l'âge de la retraite.
Et pour finir, vous nous proposez un peu de géopolitique, Natacha. Oui, ça c'est une carte du monde sur le site Rue 89. En fait, elle affiche pays par pays la réponse à cette question. Qui menace la paix dans le monde? Alors en France, nous sommes une exception puisque nous répondons la Syrie, sans préciser d'ailleurs si nous pensons à Bachar el-Assad ou à l'État islamite. C'est comme notre diplomatie en somme. Les anglo-saxons répondent unanimement l'Iran, malgré l'accord en passe d'être signé avec les États-Unis. Et à peu près partout ailleurs, justement, eh bien, ce sont les États-Unis qui menacent la paix. Pour les Sud-Américains, mais tous les Sud-Américains, pour les Chinois, pour les Russes, pour les Sud-Africains, pour les Australiens, pour les Espagnols et pour les Grecs. Oui, même les Grecs. Alors finalement, c'est assez rassurant, ils n'ont pas cité l'Allemagne. Tout espoir n'est pas perdu pour l'Europe. Natacha Polony pour la revue de presse. À demain, Natacha. À demain et merci Julie.